Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Q&A. J'espère que vous vous portez à merveille, comme toujours. Et aujourd'hui, j'ai trois questions, il me semble. Trois questions. On va commencer tout de suite avec une question sur le stress des périodes de fête. Donc, comment affronter le stress des périodes de fête en naviguant autour des obligations? Je ne peux pas ne pas voir ma famille, mais je voudrais faire en sorte de ne pas faire de crise d'angoisse avant d'y aller et de gérer la fatigue quand j'y serai. Alors, ça me fait plaisir de voir cette question parce que j'ai enregistré un épisode qui va sortir la semaine prochaine, mardi prochain, spécialement sur le sujet, qui s'appelle, d'ailleurs, il me semble, comment naviguer les périodes de fête en toute sérénité, un truc comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir à écouter cet épisode dès mardi prochain. Et je vais essayer de faire une réponse un petit peu différente du coup pour, pour aujourd'hui, de voir s'il y a autre chose, un autre aspect, enfin, un aspect que je vais pas aborder dans l'épisode qui va sortir mardi et dont je me souviens maintenant, auquel je pense maintenant. Mais je dirais en fait surtout que il va être très important d'être à l'écoute de tes besoins et de ne pas négocier ton bien-être. De garder en tête que non est une phrase complète, comme on dit, et que tu n'as pas besoin de justifier tes choix de vie. Euh, et je pense qu'il y a toujours, je dis ça parce que je pense qu'il y a toujours quelque chose de très régressif à retourner dans sa famille, en fait. Je sais que pendant longtemps, je vivais ma vie d'adulte, j'étais confiante, relativement bien dans mes baskets, voilà, j'avais déménagé d'abord en Bretagne et puis ensuite en Allemagne. Et à chaque fois que je rentrais dans ma famille, j'avais l'impression d'avoir 14 ans. En fait. De retourner, pouf, d'être à nouveau la petite fille. Et il y avait je retrouvais toutes ces dynamiques en fait de quand je grandissais, de quand j'étais encore la petite, qui revenaient d'un coup et qui ne m'allaient plus en fait, qui correspondaient plus à ce que j'étais, à qui j'étais à l'âge adulte. Mais c'était très difficile de sortir de cette dynamique. Et c'était... Voilà, ça soulève beaucoup de choses, en fait. Le retour en famille pendant les fêtes, etc. Ça soulève beaucoup de choses, beaucoup d'émotions qui sont pas nécessairement très positives. Si c'est pas votre cas, franchement, GG, bravo, chapeau, et c'est super pour vous, je suis ravie pour vous. Euh, mais pour moi, pendant longtemps, c'était pas du tout le cas. C'était vraiment difficile. Donc, je pense que ça peut aider de se souvenir aussi que c'est temporaire, que c'est juste l'histoire de quelques jours et qu'ensuite tu reviendras à ton quotidien, à la vie que tu as choisie, à celle que tu t'es construite et que tu peux du coup juste tâcher de te concentrer sur le positif, sur les petits-neveux, les frères, les cousines, les gens que tu es contente de revoir et de poser des limites et de ne laisser personne les enfreindre en fait parce que tu es un adulte, parce que tu fais prendre tes propres décisions maintenant et que c'est pas moins légitime que celle des gens qui sont euh, peut-être plus haut dans la hiérarchie familiale. Euh, Aussi prendre du temps pour toi avant et après. Prendre du temps pour observer un peu ce qui se passe en toi. Et pour ça, il me semble il faut vraiment avoir un temps dédié. Donc moi, j'aime bien ça, par exemple, le matin quand je me lève, surtout si je suis donc dans ma famille ou quelque part ou qui est pas chez moi. Le matin, au moment de me lever, avant de sortir de la pièce, avant de rencontrer les autres, je vais prendre un moment pour juste fermer les yeux et observer un petit peu mon état, juste remarquer ce qui se passe. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens stressée? Est-ce que je me sens nerveuse? Est-ce que je me sens triste? Est-ce que je me sens enjouée? Et aussi me demander, bon, ouais, de quoi j'ai besoin en fait aujourd'hui? Est-ce que j'ai besoin qu'on me foute un peu la paix, de prendre un peu de distance, d'avoir des moments où je vais m'isoler, où je vais souffler, où je vais aller faire une marche de 10 minutes dans le quartier? Ou est-ce que j'ai besoin d'appeler quelqu'un, de rester c'est toujours une bonne idée de rester en contact avec les gens qui te soutiennent, qui t'aiment et qui te demandent sincèrement comment ça va.
Voilà, est-ce que j'ai besoin d'être entourée? Est-ce que j'ai besoin d'être laissée seule? Est-ce que j'ai besoin d'une journée un peu plus calme où je vais peut-être annuler une visite chez telle ou telle personne? Ou bien est-ce qu'au contraire, ça me ferait du bien d'être entourée, d'aller voir ce membre-là de ma famille, d'aller, voilà. Donc vraiment de prendre ce temps-là pour faire le point avec soi-même et pour aviser en fonction. C'est c'est ce que j'ai envie de dire et du coup, ouais, je donnerai aussi d'autres pistes dans l'épisode de mardi. Donc n'hésite pas à aller le voir, à prendre ce qui te semble pertinent, ce qui te semble utile et à me dire ce que tu en penses aussi. Donc n'hésite pas à revenir vers moi en privé et on peut aussi en discuter un peu plus. Deuxième question. Quel conseil de pratique donnerais-tu à quelqu'un qui souffre d'hernie discale? Alors, bizarrement, mon conseil principal, c'est de ne pas en avoir peur, en fait. De ne pas avoir peur de la blessure, parce que quand on a une blessure, on peut devenir super précautionneux et commencer un peu à voir son corps, à visualiser son corps comme quelque chose de fragile, comme quelque chose qu'il faut vraiment utiliser avec soin. Bien sûr, il faut l'utiliser avec soin, mais qu'il faut surtout pas brusquer parce que il peut se briser à tout moment. Alors que non, le corps est résilient. Le corps est super résilient, il cherche toujours à guérir, il est très fort et il en faut vraiment beaucoup pour le blesser sérieusement. Alors oui, une hernie discale, c'est une blessure qui est sérieuse, qui peut avoir des conséquences très déplaisantes. Mais si c'est le cas, en général, il y a une opération qui est programmée très rapidement pour régler l'hernie discale. Si c'est pas le cas, si le disque est simplement un peu, il commence un peu à sortir tout ça, il faut pas non plus devenir devenir complètement parano et ne plus oser rien faire. Parce que quand on craint la douleur et qu'on a peur de bouger, c'est là qu'elle peut vraiment devenir chronique en fait. Et il faut comprendre un peu comment la douleur fonctionne et se rendre compte que plus on va la craindre et plus elle va crier fort en fait. Et c'est tout ce qui est très très difficile à gérer parce que forcément la douleur c'est pas agréable donc on la craint. Mais c'est d'autant plus important de continuer à bouger et de bouger d'une manière qui ne nous fait pas mal évidemment, mais de continuer à challenger, j'aime pas ce mot, à utiliser son corps et à mettre de la charge sur les tissus, sur les disques, voilà, à utiliser progressivement d'une manière qui n'est pas douloureuse, mais à continuer à utiliser son corps et dans tous les sens. Voilà. Donc ne pas en avoir peur, très important. Ensuite, plus spécifiquement, quand on a une hernie discale, c'est une bonne idée de travailler le renforcement musculaire du dos notamment, de toute la zone autour de l'hernie, de détendre également tous les muscles autour de cette zone via des massages et des étirements. Donc ça, c'est des choses avec lesquelles j'aime beaucoup travailler. Et dans le cas où l'hernie cause des soucis au niveau des nerfs aussi, le disque vertébral il peut faire des pressions sur le nerf sciatique ou crural et du coup ça cause des problèmes en général plus dans la fesse ou le long de la jambe. Donc j'aime bien aussi travailler tout le long du nerf, du dos jusqu'au pied pour l'empêcher d'être coincé quelque part, pour éviter qu'il soit coincé quelque part. Donc détendre les muscles autour encore une fois, du bassin, du dos, de la jambe, et puis faire glisser le nerf dans sa gaine avec des petits exercices. Donc voilà, en gros, du mouvement, du renforcement, de la relaxation et un gros travail au niveau de l'état d'esprit pour ne pas avoir peur de bouger et ne pas rendre les choses, ne pas empirer les choses en fait tout simplement par à cause de la peur en fait, à cause de la peur de la douleur et la peur de faire pire que mieux. Donc avoir du soutien d'un kiné, d'un docteur, de moi, c'est une bonne idée aussi pour savoir quoi faire et comment ne pas comment ne pas
aggraver l'hernie. Mais pour être honnête, de ce que je sais au niveau de la science, il y a assez peu d'exercices qui peuvent aggraver une hernie discale. Mais bon, c'est bien en tout cas d'explorer ça. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge ce matin. La dernière question. Que dit la philosophie du yoga pour accueillir les grands changements de la vie? Et que conseille Clem pour accueillir et accompagner en douceur ces nouveaux moments? Déménagement, changement de métier, naissance, etc. Alors la philosophie du yoga, elle va toujours nous parler d'équanimité, du fait de rester calme et de garder une certaine neutralité en toutes circonstances, et notamment du coup pendant les grands changements de la vie. Après, il faut savoir que pour la philosophie du yoga, une vie c'est pas grand chose en fait, parce qu'on en vit plusieurs. On se réincarne jusqu'à réussir à atteindre samadhi, donc l'éveil, et un état de conscience pure. Alors forcément, c'est pas un changement de carrière ou même un bébé qui va l'impressionner. Donc voilà, la philosophie du yoga, elle va juste, je simplifie de ouf évidemment, mais elle va juste nous dire restez calme en toutes circonstances, restez neutre, laissez un peu ce genre d'événements vous glisser par-dessus, ça se dit, je sais pas. Mais voilà, on reste calme, un peu avec une certaine distance. On apprécie les moments de joie, on apprécie aussi les moments de moins joie, mais voilà, on n'a pas ces grands, on ne laisse pas des événements extérieurs influer notre état interne, ce qui est pas évident, n'est-ce pas? Donc, pour moi, j'ai envie de dire toujours douceur et compassion envers soi-même. Dans le cas d'une naissance, je pense qu'entre l'explosion d'hormones, l'impact sur le corps, le manque de sommeil et l'émotion inégalable de rencontrer son enfant, on a beaucoup à faire et on fait comme on peut. Donc, être à l'écoute de ses besoins, pour revenir à ce que je disais dans la première question, toujours très important de prendre ce temps-là pour voir un peu comment est notre état justement et est-ce qu'on a besoin peut-être de pratiques qui vont calmer le système nerveux? Est-ce qu'on a besoin d'exercices de respiration, de méditation? Est-ce qu'on a besoin au contraire de se dépenser, de relâcher l'énergie nerveuse? Être à l'écoute de ses besoins. Ensuite, après se dépenser quand on vient de donner naissance, c'est pas forcément évident. Mais bon, voilà, être à l'écoute de ses besoins. Savoir aussi poser les limites avec la famille qui peut se montrer envahissante et avec comment dire et compter si on peut sur le père pour faire tampon et protéger un petit peu ce cocon, notamment les premiers jours, les premières semaines. Très important aussi. Pour un déménagement, un changement de métier, etc. Conserver une routine autant que possible pour garder ce sentiment d'ancrage. Parce que je pense, ces grands moments de changement, ça a tendance à nous déraciner, littéralement quand on fait un déménagement. Mais ce sentiment d'être déraciné, de perdre ses repères, de ne plus avoir presque un sol solide sous les pieds, ça peut être très déroutant. Et ça peut être ce qui nous stresse beaucoup, en fait, ce qui cause une grande partie de notre stress et de notre anxiété peut-être. Donc des pratiques qui nous aident à nous poser, des pratiques en yoga, on va avoir des pratiques où on est très assis au sol, où on a vraiment ce sentiment d'un sol stable en dessous de nous. Mais aussi des pratiques sur l'équilibre où on travaille justement physiquement le fait de tenir en équilibre alors que la situation n'est pas stable. Donc ça peut être un entraînement pour ça aussi. Les exercices, certains exercices de respiration qui est aussi un grand pouvoir d'ancrage comme ça. Ça peut se représenter, se manifester comme ça dans la pratique physique du yoga, mais en règle générale, conserver une routine autant que possible pour avoir cette prédictabilité dans notre quotidien, là où tout le reste est dans un moment de chaos et d'incertitude. C'est assez important.
Euh, voilà, pour le fait de rester à l'écoute de ses besoins, on- j'ai envie quand même encore d'insister sur le fait que ça passe par des moments où on ne fait rien d'autre que d'y penser, en fait, où on se pose, on respire, on prend le temps d'observer comment on se sent, ce dont on a besoin. Euh, voilà, c'est important d'avoir ces moments où on ne fait que ça, parce que ça part d'une intention, en fait, ça doit être très intentionnel. Et beaucoup de choses dans notre quotidien, surtout dans des moments comme ça de changement, on les subit, on réagit. On est vraiment dans la réaction et pas vraiment dans la réponse et dans le comportement intentionnel. Donc là, ça va être fondamental de ne faire que ça et de prendre intentionnellement ce moment. Une dernière chose que j'ajouterais, c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide. J'ai remarqué récemment qu'on est beaucoup à avoir peur de déranger. Mais les gens veulent nous aider, en fait. Là, très, très, très souvent, les gens veulent vraiment, sincèrement nous aider. Ils veulent être là pour nous, ils veulent faire ce qu'ils peuvent pour nous soutenir. On reçoit énormément de bienfaits quand on aide quelqu'un, qu'on se sent utile. Je suis bien placée pour le savoir, j'en ai fait mon métier. Mais c'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours, en fait. On a peur de déranger, on a peur de s'imposer, on a peur de, voilà, oh, les gens ont mieux à faire que de... Non, non, non. Quand on aide quelqu'un, ça, ça nous apporte presque plus de bienfaits que la personne qu'on aide, en fait, parce que c'est tellement gratifiant, c'est tellement gratifiant. Donc n'enlevez pas ce privilège à vos proches. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide, ils seront ravis. Et s'ils ont pas envie de le faire, ils vous diront non, de toute façon. Et vous saurez à quoi vous en tenir. Mais n'enlevez pas ce privilège à vos proches. Demandez de l'aide. Appelez-les, envoyez-leur un message. Allez vers les autres. Voilà, ce sera ma bonne parole pour aujourd'hui et je pense que c'est très bien de terminer le podcast là-dessus. Demandez de l'aide et si vous voulez mon aide à moi, bien sûr, n'hésitez pas à aller dans les notes de l'émission, à me contacter, m'envoyer un petit message, me dire comment vous allez et me poser vos questions. Je suis toujours ravie de discuter. Je serai ravie de vous aider. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Merci.